Bien, on va parler maintenant du livre blanc avec lequel vous allez repartir ce soir, tous et toutes. Ce livre blanc, présentation de ce livre blanc, 14 propositions, près d'une centaine de contributeurs. Tout à fait. Donc on a essayé de travailler de manière efficace, hein, comme à chaque fois. L'an passé, c'était un livre blanc donc avec 11 propositions sur les travailleurs non salariés. Cette année, on s'est intéressé aux salariés du privé, toujours avec plusieurs axes de travail. Un axe sur la prévoyance, un axe sur la retraite et un axe sur financement, gestion des régimes. Donc comme vous le savez, c'est un peu l'emblème de l'IPS, hein, puisque l'enjeu, c'est de montrer au pouvoir public, institutionnel, organisations syndicales, mais aussi aux médias, que c'est des sujets sur lesquels on peut faire bouger les choses. Moi, j'étais très agréablement surpris, je ne suis pas étonné évidemment, mais par la qualité des interventions de ce matin, hein, qui d'Éric Woerth, qui de la table ronde que j'ai trouvé d'un très haut niveau. Et je pense que ça a bien conforté l'image finalement de ce qu'est l'Institut, c'est-à-dire ce lien entre une vision du politique qui est de dire, voilà, on va dans ce sens-là. Finalement, ce qui m'a marqué aussi, c'est que, et j'en ai échangé avec certains d'entre vous, c'est que le constat, globalement, il est partagé. Hein. Les solutions, on les connaît. Après, deux remarques, quand il s'agit de les mettre en œuvre concrètement, c'est plus compliqué, objectivement. Et puis, surtout, il y a souvent cette différence entre, comme le disait Éric Woerth, ce lien entre le projet et la réalité. Hein. C'est-à-dire qu'on prépare quelque chose, et après, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? D'ailleurs, ça m'a donné des idées qu'on échangera au niveau du comité scientifique. Mais par exemple, lors des élections présidentielles, ça pourrait être intéressant que sur un certain nombre de propositions emblématiques de l'Institut, on puisse interroger les différents candidats pour leur dire comment ils se situent par rapport à ça. Ça pourrait leur donner quelques idées d'évolution opérationnelle. Donc en tout cas, la pertinence du sujet est évidente. Alors, sur quoi on a travaillé? On a effectivement travaillé sur plusieurs propositions. Enfin, les contributeurs, les rapporteurs ont travaillé. Donc là encore, c'est l'occasion pour moi de les remercier les uns les autres. Première proposition, il n'y a pas d'ordre de priorité, bien sûr, hein. Donc animé par Laurent Voisana et votre serviteur, donc sur la proposition d'un stress test prévoyance. Alors, je ne vais pas décliner, puisqu'on a la chance d'avoir un grand invité de clôture, donc je veux lui laisser un maximum de temps pour nous faire partager sa vision des choses sur le monde du salariat. Mais très rapidement, vous trouverez ces points développés. L'idée, c'est que finalement, on ne sait pas bien où on met les pieds. Comme le disait Michel ce matin, finalement, il y a des vides de garantie, notamment sur les non-cadres. Est-ce que c'est pertinent? Donc, faisons un stress test. Vous savez que l'Institut a demandé un stress test ou un crash test en matière de retraite. On demande également au pouvoir public un stress test sur la prévoyance. Autre contribution sur le financement de la complémentaire santé pendant l'activité. J'ai entendu qu'il y avait d'autres suggestions également. Hein, quelle participation des retraités, notamment quand j'étais dans l'atelier. Je pense que ce qui va être intéressant là, en tout cas, c'est de porter le débat et de se dire, dans la retraite, il y a une composante santé. Peut-être qu'on peut s'intéresser à cette dimension de financement de la santé. Ça coûte de plus en plus cher. Les retraités, c'est ce qui coûte cher, alors même que les ressources vont baisser. Donc il y a un vrai enjeu, il y a un vrai élément, et je dirais très, très brièvement en conclusion, c'est un des axes de repenser une protection sociale un peu adaptée au XXIe siècle, sur lesquels on va se repencher en 2014 notamment. Assouplir les conditions d'ouverture des droits aux IJ, c'est une proposition sur laquelle on a travaillé, notamment pour les salariés à temps partiel, qui se voient dans une situation absolument anormale, dans la mesure où, parce qu'ils n'ont pas travaillé suffisamment, c'est assez technique comme question, eh bien, ils ont cotisé, ils n'ont rien. Donc on sait que le système n'est déjà pas très contributif, mais en plus, certains qui payent touchent rien, alors que certains qui payent rien touchent. Donc il y a une incohérence qu'il convient de corriger. Et d'ailleurs, on va suivre ça de très près, mais un texte est en cours d'adoption sur le sujet, donc on serait content effectivement d'y avoir contribué. On va le voir certainement dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Modifier l'obligation d'assurance décès, donc portée par Patrick Julien. Là, on est sur typiquement le système qui n'est pas adapté, puisqu'on a une obligation de cotisation, c'est le fameux 1,50, alors que l'enjeu, c'est la prestation. On se contrefiche de combien ça coûte. L'enjeu, c'est de savoir si on est bien couvert. Or, vous savez que certaines entreprises, qui à l'initiative d'un redressement URSSAF, qui, parce qu'elles ne se sont pas assurées suffisamment, alors même qu'il y a une couverture décès digne de ce nom, eh bien, ne sont pas conformes et peuvent être redressées, voire sanctionnées avec la sanction des 3 plafonds.
Donc l'idée, c'est de modifier l'obligation, la conserver bien sûr, mais de l'exprimer sous forme de prestation. On peut être dans la protection sociale, il n'est pas interdit de réfléchir, d'essayer d'avoir un système qui ne soit plus celui de 45-46, où les contraintes n'étaient pas celles d'aujourd'hui. Et puis, nous avons et Valérie Lecarpentier et Magali Millet, donc une contribution portée par un duo de charme, effectivement, et d'expertise, sur l'article 4 de la loi E20. Je dis ça parce qu'on a peu de femmes pour l'instant, vous avez vu, c'est plutôt des hommes qui sont intervenus. Et donc, sur l'article 4 de la loi E20, où on a une gestion, notamment depuis le fameux arrêt Azoulay, où là aussi, ça pourrait être intéressant que le législateur et le juge se posent la question de savoir si l'obligation qui est faite est gérable, faute de quoi on met en place des obligations qui posent de vrais soucis. Donc voilà, un ensemble de propositions, comme toujours, à la fois sur l'obligatoire, sur le facultatif également. Autre sujet sur la retraite des salariés, donc un sujet qui a d'ailleurs beaucoup intéressé les journalistes, on peut le dire, hier, ça a été une des... Je vous dis ça parce que hier, on avait la conférence de presse, et j'attire votre attention, c'est intéressant, on a déjà eu une couverture, vous avez vu dans le Figaro, on a eu plusieurs supports qui se sont manifestés. Alors je ne dis pas ça pour qu'on fasse les malins entre nous, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on avait 16 journalistes, et on peut dire qu'ils sont restés au-delà du temps qui était imparti, donc avec des questions très pertinentes. Donc on se rend compte qu'auprès des médias, c'est des sujets qui intéressent, et donc dans les sujets qui intéressaient, notamment la réversion. Vous savez qu'on a aujourd'hui un système qui est à la fois vieillissant et injuste. Vieillissant dans les régimes obligatoires, dans certains cas, on prend en compte le remariage, dans d'autres, on ne le prend pas en compte. Enfin, c'est n'importe quoi. Soit on le prend, soit on ne le prend pas, mais il faut qu'il y ait une cohérence entre les régimes. Dans certains cas de figure, il y a des conditions de ressources pour tous. TNS, artisans, commerçants, régime de base, régime complémentaire. Il n'y en a que pour le régime de base chez les salariés et les libéraux, et il n'y en a aucune chez les fonctionnaires. Cherchez l'erreur. Donc l'idée, c'est d'harmoniser tout ça. Et puis aussi, il faut que notre système regarde dans ce qui se fait dans le privé. Il y a des fois des choses dans le secteur privé en matière de protection sociale qui ne sont pas bonnes. Il y a des fois des choses qui sont très intelligentes. Et aujourd'hui, la gestion de la réversion dans les contrats privés sont globalement plus intelligentes, ou tout le moins plus souples que ce qui existe à la Sécu. Donc l'idée, là encore, c'est d'avoir plus de souplesse dans la définition, par exemple, de ce que je vais avoir en réversion si, effectivement, je me décide à la fin de ma carrière professionnelle et que ma femme ayant été gentille, eh bien, elle aura le droit à 100%. Ça joue dans les deux sens, je vous rassure. Elle aura le droit, effectivement, à 100% de la réversion, ou aucun bout, ou rien du tout, à l'extrême. Donc voilà. Moderniser les retraites supplémentaires d'entreprise. Donc proposition portée par Patrick Roy, que chacun connaît. Oui, l'autre proposition était portée par Alain Quillac, je ne l'ai pas dit, donc, qui est donc, le fiducial conseil. Patrick Roy, qui a porté donc, tout le débat sur la modernisation. On l'a un petit peu évoqué en pointillé ce matin, mais si on fait le clin d'œil avec l'affaire Varin, entre guillemets, où on a quand même un système dans lequel le droit est clair, c'est possible, on se rend compte qu'il y a une acceptabilité un peu complexe, pour pas dire quasiment impossible dans la société sur ces sujets, et que on peut moderniser ce système. En tout cas, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, puisque on a quand même un dispositif à prestations définies qui est un système intelligent. Comme on l'assimile toujours au retrait de chapeau, c'est devenu invendable, mais ce serait quelque chose qui serait très intéressant à préconiser. En tout cas, de se dire, il y a un besoin qui est de couvrir la rente viagère, de la rente temporaire, parfois de l'assurance décès, donc, et de la dépendance, bien sûr. Comment on peut recréer, faire adapter l'enveloppe fiscale et sociale pour développer des produits sans devoir faire qui a un 39 et je te fais à côté un 83. Enfin, là encore, on peut essayer d'avoir une modernisation du système. Autre proposition de nature plus technique portée par Valérie Lecarpentier, qui est la retraite supplémentaire des salariés, qui est d'harmoniser les limites d'exonération. Il faudra nous expliquer pourquoi on a un plafond en matière de retraite, on exonère à hauteur de 8% du salaire annuel brut dans la limite de 8 fois le plafond. Puis dès lors qu'on est en matière sociale, on est à 5 plafonds. Alors je n'ose imaginer que les fonctionnaires se soient dit c'est 8%, 8 plafonds, 5% patronal, 5 plafonds. Bon, c'est un peu facile étant moi-même ancien fonctionnaire, mais bon, clairement, il n'y a pas de cohérence. À l'extrême, c'est 5 plafonds pour tous, ou c'est 8 plafonds, mais où est la cohérence? Essayons de simplifier. Proposition absolument révolutionnaire sur le fond, portée par Sophie Gréa et par Luc Williamson, qui est une revalorisation différenciée des points de retraite complémentaires. Vous avez noté que depuis quelques mois, dans différents régimes, si vous me permettez l'expression, la baisse des pensions, c'est maintenant.
Et en fait, on a en termes de pension un dispositif qui fait qu'on baisse de manière uniforme, quelles que soient les conditions dans lesquelles je les ai acquises. Est-ce que c'est pertinent? C'est la question que pose cette contribution. Est-ce que c'est pertinent de baisser les pensions de la même manière ou de les mal revaloriser? Pas les baisser nécessairement facialement, mais mal les revaloriser de la même manière, quelles que soient les conditions dans lesquelles vous avez acquises. N'oublions pas que dans certains régimes complémentaires, on a acquis les points soit de manière gratuite, soit avec des taux d'appel très importants, soit avec des taux d'appel élevés comme aujourd'hui, avec 25% de majoration. Est-ce que c'est légitime d'avoir une revalorisation de la même manière? C'est tellement vrai que les artisans l'ont géré par le passé en revalorisant de manière différente les points gratuits, en les revalorisant à hauteur d'un tiers de l'inflation, jusqu'à 92, de 79 à 92 avec la moitié, et ainsi de suite. Donc, on sait le gérer. Il y a une vraie question. Au moment où les retraités doivent prendre une part de leur effort, est-ce que c'est pertinent que les droits acquis très favorablement, certains diront trop favorablement, soient valorisés de la même manière? C'est un vrai sujet, en tout cas, que pose cette contribution originale. Et puis, généralisation de la retraite progressive par Catherine Hansen. Donc on voit que là, les femmes sont quasi égalitaires hein, sur les contributions cette fois-ci. On est sur un sujet complètement d'actualité, puisque vous savez que le gouvernement, dans la réforme des retraites, a prévu de réduire l'impact de cumul emploi-retraite, mais d'encourager la retraite progressive. Donc c'est bien de l'encourager, parce que c'est un système qui n'a jamais marché. Hein, quand j'étais jeune agent de direction de sécurité sociale à Saint-Étienne, en formation, déjà on disait que la retraite progressive, ça ne marchait pas. Donc l'idée, c'est de relancer la retraite progressive. Et là, on a des propositions concrètes, notamment en extension du dispositif à certaines catégories qui n'en bénéficient pas. Donc c'est l'objet de cette 13e contribution. Et puis enfin, dernière proposition, 4 propositions d'importance différente qui sont la première donc, portée par Martine Laclos sur la sécurisation des régimes collectifs d'entreprise. Enjeu majeur. On l'a abordé, j'ai entendu que dans certains ateliers, c'était un des enjeux des échanges, qui est de dire comment stabiliser la règle. Alors, quand on a dit qu'il faut stabiliser la règle, tout le monde est d'accord. Après, c'est comment on s'y prend. J'ai entendu les échanges que vous avez eus sur est-ce qu'il faut cristalliser les taux de taxation à l'entrée du contrat ou pas. Là, on a une proposition qui est très simple, qui coûte rien et très efficace, qui consiste tout simplement à dire, eh bien, alignons-nous sur ce qui se fait en matière d'épargne salariale. En matière d'épargne salariale, depuis Dominique de Villepin, puisque le texte date de mémoire de 2006, eh bien, on a un dispositif dans lequel, une fois que je mets en place le dispositif, l'administration a 4 mois pour dire s'il est conforme ou pas conforme. Une fois que le délai est passé, l'administration a soit pas répondu, soit elle a dit oui. Si elle a demandé des corrections, bien sûr, elles sont apportées. Dans ces cas-là, il n'y a pas de redressement possible sur le futur. Un moyen pour éviter les redressements permanents qui font, comme vous l'avez eu l'occasion de le dire ce matin à la table ronde, que les entreprises vont se caler de plus en plus sur des seuils minima. Et on n'a encore peut-être rien vu avec l'évolution des contrats responsables, mais ça sera un débat des prochains mois. Donc voilà, l'idée de sécurisation des contrats collectifs. Et puis également, 3 contributions donc portées par Michel Oppos, qui a beaucoup travaillé vous voyez, sur ces sujets, avec tous les gens qui ont participé. Donc, simplification des règles d'exonération sociale de financement des complémentaires d'entreprise. Donc, c'est un petit peu ce que tu disais ce matin. Un coup, c'est le salaire, un coup, c'est le droit du travail. Enfin, il faut poser les choses et être assez cohérent. Contrat collectif, responsabilisation de l'organisme assureur. C'est tout le débat sur la notice d'information pour alléger la contrainte qui porte sur l'employeur et pour la transférer sur celle de l'assureur. Et puis, un dispositif qui est un dispositif étonnant de le retrouver chez les salariés, mais qui est un dispositif un peu technique qui concerne effectivement certaines catégories d'associés, notamment de juristes, enfin, dans les sociétés d'exercice libéral, où là, comme ils ne sont pas salariés, ils ne sont pas TNS, l'enjeu, c'est d'étendre la déductibilité Madelin, puisqu'on a affaire à des gens qui ne peuvent bénéficier ni du 83 ni du Madelin, ce qui pose souci. Donc c'est pour ça qu'on les a en quelque sorte casés dans ce sujet. Donc vous voyez l'idée du livre blanc, je vous laisserai le découvrir bien sûr de manière tranquille au niveau de ces propositions, des propositions techniques pour certaines, très techniques, d'autres qui sont vraiment des propositions plus stratégiques, comme on a pu l'évoquer, en tout cas qui sont toutes guidées, et j'en finirai par là, qui sont toutes guidées par la volonté d'avoir un système qui à la fois sécurise sur le risque sérieux, le risque réel, et puis bien évidemment
qui simplifie la donne de manière sérieuse et opérationnelle. Je vous remercie.